Tout tourne rond sur cette terre, et tout s'associe, s'interconnecte, s'autorégule en une danse infinie. Tout sauf notre culture linéaire, cloisonnée, analytique et compétitive. Mais cette culture soutient-elle la vie, la paix, la justice, l'amour? Et si la réponse est non, alors changeons-la. Bienvenue sur le podcast Tout tourne rond sur cette terre, le podcast qui invite à nous inspirer du vivant pour changer de culture. Je suis Marine Simon, grande amoureuse du vivant et facilitatrice en intelligence collective et gouvernance participative. Je suis aussi l'auteur de l'ouvrage collectif Tout tourne rond sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer. Mon postulat y est que l'ensemble des crises que nous vivons actuellement est dû à notre représentation du monde, aux croyances qui sous-tendent notre culture et aux actions qui en découlent. Dans ce podcast, nous explorons avec des chercheurs et chercheuses du vivant ce qui en fait les principes pour nous inspirer dans le tissage d'une nouvelle toile culturelle qui soutiendrait la vie. Ce podcast s'adresse à notre tête, mais aussi à nos sens et surtout à nos cœurs. Dans l'épisode du mois dernier, Stéphane Durand nous a partagé tout le foisonnement de vie qui s'est répandu sur notre continent après la dernière glaciation il y a 20 000 ans. Celui que génère aussi le vieil arbre, ce véritable sage de la forêt. Foisonnement de vie qu'il perpétue jusque dans la mort, en devenant alors un formidable garde-manger tout autant qu'une pouponnière pour des centaines d'autres espèces. J'accueille pour ce nouvel épisode Sabine François, sociologue de formation, monteuse et gestionnaire de projets en innovation sociale, qui a choisi de se réorienter dans l'accompagnement de fin de vie. Sabine est aussi une des contributrices du livre « Tout tourne rond sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer ». Elle m'avait fait le plaisir de m'y rejoindre sur les sujets croisés de la mort et de la vitesse. Bonjour Sabine. Bonjour Marine. Alors Sabine, je suis absolument ravie de t'accueillir pour cet épisode et j'ai des questions premières à te poser. D'où as-tu envie de parler ? De quel endroit de toi ? De quel vécu ? De quel moment dans ta vie ? Alors j'ai envie de parler depuis un moment dont je ne me souviens pas, qui est le moment de ma naissance, où comme beaucoup de personnes parmi nous, la vie et la mort étaient intimement liées et très présentes. Dans mon cas, ça a été particulièrement présent. Je pense que ça a dû laisser une trace. J'ai envie de parler depuis le moment où, à 7 ans, j'ai vu pour la première fois un cadavre, celui de mon grand-père. Et j'ai été en fait complètement envahie par un élan de tendresse qui fait que je l'ai caressé, je lui ai parlé. Et j'étais vraiment bien en fait dans ces gestes qui étaient tout spontanés, enfin sans arrière-pensée. Et je me souviens du regard de stupéfaction de ma famille qui était bouleversée en voyant cette petite fille en fait qui tout naturellement caressait, embrassait, touchait et parlait aux morts. Et ça m'a accompagnée dans mes réflexions plus tard. Je parle aussi à partir de ce souhait que j'avais jusqu'à mon adolescence de travailler pour accompagner les personnes en fin de vie dans les mouroirs de Mère Teresa en Inde. C'était vraiment quelque chose de fort chez moi. Et je parle aussi à partir de ce jour où j'ai travaillé, j'avais 20 ans dans une maison de repos. Je me suis retrouvée au 4e étage, à l'étage des personnes qui étaient vraiment mourantes, complètement désemparées, avec un regard comme ça vide de compréhension de mais quel sens donner à la souffrance que je rencontrais, de solitude, de délire, de vécu souffrant, non digéré, qui hantait ces personnes jour et nuit, malgré toute la gentillesse qui pouvait être là autour, et aussi de toute une série d'obligations dans lesquelles les uns les autres étaient pris, de donner les médicaments, d'assurer des soins, mais finalement peut-être sans savoir s'ils étaient judicieux. Et donc vraiment, ça a été un très gros choc pour moi.
mais quel sens ça a, et quel sens a la mort, et quel sens ça a de se préparer à mourir. Un point d'orgue tel que celui-là n'a pas de sens. Du coup, quel sens ça a d'intégrer le fait qu'on va mourir un jour dans la vie? Ça a été un miroir énorme, en fait, que j'ai pris en pleine figure. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé que vivre, c'était se préparer à mourir. Alors ça peut paraître comme ça morbide ou lugubre, mais en fait, non. Profondément, je pense que ça renvoie vers des questions fondamentales et qui amènent vers la lumière et pas vers le non-vivre. Je parle à partir de ces moments-là, et puis du jour aussi où j'ai accompagné mon père en fin de vie, et où j'ai eu vraiment ce sentiment d'être à ma place dans, dans ce passage que j'allais accompagner avec ma famille et avec mon père, et je me sentais extrêmement sereine, extrêmement... je ne vais pas dire heureuse parce qu'il allait mourir, mais en tout cas, il y avait quelque chose de très juste. Voilà. Merci pour ce très beau témoignage d'ouverture là, de cet épisode. Quand je t'entends, j'ai l'impression, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu as l'impression que au moment de ta naissance, où il y a eu donc j'imagine une complication et où la vie et la mort étaient présentes, enfin c'est peut-être bien le cas aussi pour en fait la plupart d'entre nous et on ne s'en rend pas compte. Est-ce que tu as l'impression que ça t'a donné la conscience justement que les choses n'étaient pas séparées et que davantage une conscience du passage quand tu parles effectivement de ces personnes mourantes qui recevaient bien sûr les soins médicaux nécessaires? J'ai l'impression d'entendre que tu dis les soins médicaux oui, mais l'attention au passage qui se prépare, qui se propose. J'ai l'impression que c'est à ça que tu es sensible. C'est que finalement, entre la mort et la vie, il y a un passage, et un passage dont prendre soin. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans ce que tu partages. Oui, et de fait, notre culture, comme tu le disais, elle a mis la mort loin derrière elle. Et donc, on a aujourd'hui beaucoup... je vais dire travailler ou accompagner, quoique pas toujours, ça se passe pas toujours comme ça, mais le soin et l'accompagnement à la naissance. Et effectivement, à la naissance, la mort, elle est jamais très loin. Les sages-femmes qui accompagnent les femmes depuis la nuit des temps dans des accouchements physiologiques le savent bien. Et d'ailleurs, historiquement, la sage-femme ou la personne qui accompagne la naissance est celle qui accompagne la mort. Donc oui, il y a quelque chose de porte qui s'ouvre à ce moment-là entre la vie et la mort, et elle nous ramène à un besoin, en tout cas de soins, de présence, d'accompagnement, et aussi à un cheminement qui va nous obliger à aller chercher ce qui est fondamental en nous, en termes de force, en termes de puissance humaine, puissance pour la femme au moment d'accoucher, mais puissance aussi de la personne qui est appelée à devoir mourir et à se préparer à mourir. Et donc oui, les soins, l'accompagnement, les compétences d'écoute, de bienveillance, à ce moment-là, sont sensiblement les mêmes. Et à travers mon travail que je fais aujourd'hui dans l'ASBL au sein de laquelle je travaille, qui s'appelle l'ASBL Passage, où on accompagne aussi bien le début que la fin de la vie, les professionnels qui ont travaillé à l'accompagnement de la naissance disent à quel point ce sont les mêmes compétences d'écoute, de présence, de bienveillance, de confiance, de ramener l'autre à sa puissance et à sa confiance pour faire son cheminement. Et ils le disent. Et on a 2 sages-femmes qui en fait font les deux, sont à la fois sages-femmes et à la fois accompagnent en soins palliatifs. Donc oui, il y a quelque chose de l'ordre du profondément démuni de l'humain face à l'énorme épreuve qui l'attend, qui le renvoie à trouver sa puissance et qui le renvoie aussi
au besoin d'avoir autour de lui des regards bienveillants, profondément confiants, qui le soutiennent et l'emmènent vers ces forces-là. Et ça ramène aussi la communauté dans son ensemble à faire solidarité, ou en tout cas être ensemble et ritualiser ce qui est fondamentalement impossible à comprendre de cet infini, de où on vient, où on va, de ces moments où en fait on est profondément bouleversé et où seul, à la fois c'est seul qu'on va devoir le traverser, mais à la fois c'est fondamental de savoir qu'on partage ça avec nos frères les humains, nos frères les animaux aussi, et nos frères végétaux aussi, et en fait toute la vie. Mais en tout cas, pour l'humain, c'est important à ce moment-là que la communauté puisse donner sens et puisse être présente à ce moment-là. Ce que tu évoques me rappelle le départ de mon papa en automne 2020, qui est parti avec le Covid, et donc on connaît les conditions à l'époque de partir, voilà, avec ce virus, c'est-à-dire seul, pas entouré, à l'hôpital, etc. Il avait demandé de ne pas être emmené aux soins intensifs si ça se dégradait. Et je l'ai eu en ligne la veille ou l'avant-veille de son départ. Et il m'a dit dans une espèce au téléphone, donc je l'ai eu au téléphone, et il m'a dit dans une espèce de joie profonde, il m'a dit « J'ai vu mon père et ma mère ». Et je me suis dit « Mais à qui est-ce qu'il a pu le dire là, à l'hôpital que quelque chose se préparait pour lui en fait. Je pense qu'il savait qu'il allait partir. Et cette joie voilà, d'avoir eu ce contact, voilà, donc ça, j'étais vraiment très heureuse qu'il ait pu le dire à quelqu'un, voilà, et qu'il ait pu le déposer chez moi, parce que je pense qu'il savait que je ne lui dirais pas, mais papa, qu'est-ce que tu racontes? Voilà, donc il y a ça aussi. Et chez Passage, en fait, on utilise les termes de Christiane Müller, qui parle de naissance et de mourance. Est-ce que tu nous expliquerais ce qu'est ce projet Passage ? Oui, donc Passage, c'est né d'une intuition d'une femme, Isabelle Verpiste, qui a partagé cette intuition, ce rêve, cette mission de créer un endroit où on puisse naître, vivre et mourir ensemble. Réancrer vraiment dans le vivre ensemble. Pendant des années, ça a mûri avec plusieurs personnes qui sont venues alimenter cette réflexion, jusqu'à avoir envie de voir ce rêve se concrétiser et jusqu'à finalement, au bout de bien des années, parvenir à trouver une opportunité pour le concrétiser, ce qui est le cas aujourd'hui à Bruxelles-à-Forêt, où il y a eu la création d'un habitat groupé intergénérationnel qui prend soin d'une maison de naissance, ouverte à tous, et d'une maison de mourance, avec vraiment cette conscience que accueillir la vie et la mort au sein d'une communauté, au sein de la vie, c'est se réinscrire dans un cycle complet où ce sont nos qualités profondes de bienveillance, de présence, d'accompagnement, d'écoute qui sont avant tout appelées pour retrouver cette force que nous avons de passer ces passages à la fois seuls et à la fois ensemble, en dehors des structures hospitalières qui sont nécessaires pour plein de choses, mais qui ont aussi eu tendance à nous déposséder de nos savoirs à certains moments. Naître n'est pas une maladie, mourir non plus. On peut mourir d'une maladie, mais à la base, c'est pas une maladie. Donc, c'est pas toujours nécessaire d'être hospitalisé et de remettre à une sphère spécialisée professionnelle cette mission de l'accomplir à notre place. Voilà, donc Passage s'inscrit là-dedans. Alors, dans mon livre « Tout tourne rond sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer », j'ai choisi de traiter le sujet de la mort corrélé à celui de la vitesse. Ça me semblait dans notre culture dans un rapport extrêmement intime. Et j'ai introduit ce chapitre par le constat et les questions suivantes. Notre civilisation file à tombeau ouvert. Est-ce pour échapper à la condition mortelle de nos existences ou pour en hâter la fin ?
pour tenter de retenir le temps en le comblant d'une frénésie hystérique, ou oublier que si plus rien dans notre culture ne nous parle de l'après, c'est qu'il risque bien de n'y avoir rien. Et je me suis rendu compte dans cette écriture que la mort et souvent sa fidèle compagne, la vieillesse, sont des sujets que nous tentons depuis longtemps d'évacuer de nos considérations en fait. Et que nous avons fait de la mort un tabou, et que comme tu le dis, ça a fait disparaître les pratiques qui y préparent, à la fois pour celles et celui qui s'apprête à passer de l'autre côté du miroir, et aussi pour ses proches. La mort est ce qui nous arrive à toutes et tous, à un moment, et notre culture en a fait une surprise, une inconvenance. C'est très très étonnant. Voilà. Je me souviens aussi, moi, de l'effroi que nous avons ressenti, mon frère, ma sœur et moi, lorsque notre maman, qui avait développé un cancer du cerveau, a souhaité être aidée à partir. Et que nous avons eu à décider avec l'équipe médicale si nous allions continuer à l'hydrater ou pas après la sédation. Et c'était pour nous, je me souviens de de ce poids qui nous est tombé dessus par rapport à ces questions techniques impossibles à concevoir au milieu du choc émotionnel de son départ prochain en fait. Elle allait nous quitter et on n'imaginait pas que c'était possible. Et du coup, il y a une espèce effectivement de choc où on n'a jamais parlé avec l'équipe médicale de ce que ça nous faisait, que notre maman avait demandé à s'en aller. Nous, on en a parlé avec elle, mais je ne sais pas si ça a été un sujet avec l'équipe médicale vraiment. Et il y avait, comme ça, cette équipe médicale était adorable, mais il y avait une non-considération du processus qui était en train de se passer. Ça me touche beaucoup ce que tu dis, parce qu'on sent là... la difficulté, enfin les questions énormes et les preuves que ça représente pour ta maman, est-ce que ça a représenté pour vous à ce moment-là, et quelque part la pauvreté de la réponse que la collectivité est capable d'apporter aujourd'hui. Et donc c'est là que c'est important de reprendre conscience et reprendre le pouvoir de l'humain sur la capacité de gérer ça. Mais on ne pourra le faire que si on admet que la mort fait partie de la vie et si on cesse de la cacher derrière nos peurs, parce que oui, ça fait peur et oui, on est démunis, bien sûr. Moi, quand je vois une personne âgée, en fait, je vois un héros. J'ai toujours eu cette tendresse énorme pour les personnes âgées. Pour moi, ce sont des héros. Parce qu'en fait, ils savent très bien qu'ils vont vers la mort. Ils le savent. Et ils sont petit à petit dépouillés de leur puissance de vie, ce qui est déjà terriblement éprouvant en soi, et toute personne qui est passée par une épreuve de maladie et qui a perdu sa capacité, qui se dit attends, dans ma tête j'ai 20 ans, mais en fait aujourd'hui je voudrais monter la montagne, c'est fini, c'est pas possible. C'est dur d'aller petit à petit, et c'est une invitation pour moi à la sagesse, de se préparer à mourir. En fait, petit à petit. Mais ça n'a rien de malheureux, dramatique. C'est aussi une invitation à profiter de la vie. Sans la mort, Marine, je voudrais pas vivre, moi. Tu te sens partie pour l'éternité ? Non, certainement pas. Non, mais c'est angoissant aussi. Tout à fait. Donc, oui, bien sûr, un jour c'est fini, mais donc profitons-en. Oui. Et oui, c'est fini un jour, donc mon Dieu que c'est dur, et ça nous invite en fait à grandir. Pour moi, la mort, c'est vraiment quelque chose qui est implacable. J'ai utilisé dans le livre le mot cruel. Alors, ça a fait discuter, ça m'a fait réfléchir. Je me dis, j'ai posé ce mot finalement. Mais tu disais que la vie était cruelle. Alors, effectivement, ce que ça signifie, c'est qu'il y a le mot cruel, c'est qui prendrait plaisir à faire souffrir. Donc, dans ce sens-là, c'est pas juste. Mais ce que je voulais peut-être dire, c'est qu'il y a quelque chose d'absolument implacable. Ça ne bougera pas. On devra tous mourir. Et là, on aura beau faire toutes les pirouettes du monde, on n'y échappera pas. Et je pense que, au niveau humain, c'est certainement la leçon de vie la plus terrible qu'on reçoit un jour ou l'autre, et elle nous amène à grandir, elle nous amène à aller vers l'essentiel et le fondamental. Tout à fait, mais tout au long de notre vie, en fait, la vie est parsemée de petites morts.
de petites morts de projets, de petites morts de relations, de petites morts de couples, de petites morts. Et effectivement, on est dans une culture linéaire, hein, pas du tout, qui n'intègre pas du tout ni le cycle ni la circularité, non seulement linéaire, mais qui devrait aller de mieux en mieux, voilà, qui devrait comme ça être expansive. Et effectivement, on n'est pas préparé, ça ne fait pas partie de notre éducation et des sujets que l'on aborde, que d'accueillir ce qui meurt, d'accueillir, tu parlais effectivement des capacités physiques de quelqu'un qui vieillit et que son corps, auquel son corps répond moins. Mais comment on accueille ça comme des passages intéressants, des pas sages, qui nous emmènent vers d'autres dimensions, qui nous emmènent vers d'autres compréhensions. C'est effectivement extrêmement difficile que dans notre culture, on ait une interprétation de ces moments comme des moments d'échec, en fait, comme des moments qui descendent, alors que, comme tu le disais aussi, la vie intègre la mort comme principe de vie. C'est évident, en fait. Son enjeu à la vie, au vivant, sur cette planète, dans cette biosphère, qui est limitée, c'est de démonter les briques de ce qui est mort pour qu'elles puissent être réinjectées dans le cycle de la vie. Voilà. Et c'est pour le vivant une façon de s'auto-réguler et d'éviter de s'auto-intoxiquer. Et comme déjà évoqué dans un précédent épisode, la raison de ça, c'est parce que le vivant et son espace d'habitabilité sont limités et sont confinés, comme dit Bruno Latour. Et que du coup, sans la mort, il n'y aurait plus de place dans l'espace fini de la biosphère. Il y aurait auto-intoxication. Alors, nous, on y colle des valeurs morales, on y colle des sentiments, bien sûr, ils sont là. Mais c'est nous en Occident, parce qu'il y a d'autres peuples sur cette terre qui ne voient pas du tout la mort comme une finitude, une finalité, l'expression d'un échec, d'une décrépitude terrible. Notre culture, elle est restée accrochée à une chimère de croissance infinie dans un monde fini, mais il y a moyen de voir, c'est aussi pour ça, finalement, c'est l'intention de ce podcast, c'est de dire, c'est une question de culture, on peut regarder les choses autrement, on peut voir à quel point, et ça, Stéphane Durand, dans l'épisode précédent, qui nous a parlé du vieil arbre et de l'arbre mort, qui nous a décrit à quel point plus l'arbre vieillit, plus il est un écosystème et qu'il accueille des écosystèmes incroyables, végétaux, animaux, fongiques, fabuleux, finalement, comme la personne âgée. La personne âgée, quand elle a 70 ans, 70 ans en France, 80 ou 90 ans, elle est riche de toutes ses expériences. Elle a fait un nombre incroyable d'expériences. Et nous, dans notre culture, on a tendance à, une fois qu'on est plus productif, à estimer que, il y a cette image de la décrépitude, de quelque chose qui descend. On ne regarde plus ça comme une richesse infinie. Quelque chose qui m'habite beaucoup, c'est que la mort, c'est ce que la vie a inventé de mieux pour pouvoir continuer à évoluer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui rejoint tout ce qui a été dit. Mais la mort, c'est ce qu'on a inventé de mieux pour continuer à évoluer. Parce que c'est ça qui permet la transformation et l'ajustement. Non seulement de ne pas être surpeuplé, mais aussi de s'adapter en fait en permanence. Replacer quelqu'un qui va mourir dans une conscience du cycle, comme on le fait chez Passage en fait, de manière assez subtile. La première personne qu'on a accueillie, elle savait qu'il y avait la maison de naissance à côté de la maison de mourance. Et à un moment, on lui a demandé, mais tu as envie de visiter? Donc on a visité. Et puis elle a eu cette phrase toute simple qui dit, ah oui, là c'est le recommencement. C'est pas des grandes paroles et on va pas faire des grandes philosophies autour et c'est pas nécessaire. Mais c'est une conscience qui est là, qui est partagée, qui est visible dans les murs. Et mon père, avant de mourir, a dit, un qui part et 10 qui arrivent. Et je pense que de remettre cette conscience du cycle, en fait, et du sens qu'a la mort, fondamentalement pour la vie dont on dépend, ça peut nous aider aussi à accepter et nous rappeler dans quoi on est aujourd'hui. Donc ça, c'est le travail de Passage. Et je pense que il y a certainement une similitude au niveau des métiers,
mais il y a aussi de rappeler qu'en fait, on fait partie d'un cycle et qu'on n'est pas seul non plus dans ce cycle. Et du coup, comme le vivant intègre la mort comme un principe de vie, mais il a prévu des fonctions en fait qui permettent ça. Hein. Et ce qui est très intéressant à observer, voilà, Gauthier le partageait dans le premier épisode, c'est que le vivant a prévu une fonction qui est la décomposition, qui est assurée par les décomposeurs. En forêt, il dit qu'il y a que 30% des espèces en forêt sont décomposeurs. Il y a les insectes qui décomposent, il y a les champignons qui décomposent, il y a les bactéries qui décomposent. Et c'est ça qui permet d'en revenir aux briques de base du vivant pour qu'elles soient recyclées et qu'elles soient dans le recommencement, comme tu viens de dire. Et je trouve que ça, c'est extrêmement intéressant aussi dans notre culture, c'est que comme on a mis la mort à l'écart, la vieillesse à l'écart, en fait, on n'a pas ou très peu de moments, de pratiques, de rituels, de personnes, de métiers qui assurent la décomposition. En fait, on n'a plus de décomposition. On peut voir d'ailleurs que même dans nos vies, tout au long de nos vies, quand quelque chose meurt, que ce soit un projet, un couple, une relation d'amitié, quand ça meurt, eh bien, souvent, on ne décompose pas. Il y a quelque chose qui s'arrête et qui crée en nous, ou même dans le système, des déchets, que l'on appelle regrets, rancœurs, tristesse, et qui peuvent nous polluer comme ça intérieurement pendant des années. On n'a pas du tout, effectivement, on s'est appauvri sur la partie des pratiques, des rituels, des choses à faire pour permettre un passage et un retour des briques de base, de ce qui a fait ce projet, de ce qui a fait cette relation, de le relancer dans le vivant en fait. Et je trouve que ça c'est vraiment pathétique. Moi je vois dans les accompagnements des organisations, des collectifs que je mène, à quel point effectivement quand un moment meurt, il n'y a pas de rituel. Il n'y a pas de rituel de passage, il n'y a pas de rituel de remerciement, il n'y a pas de rituel pour célébrer ce qui était bien, il n'y a pas de rituel pour célébrer ce qui s'en va et dont on est aussi content que ça s'en aille. Il n'y a pas de rituel. Il y a la création de poubelles intérieures qui nous intoxiquent en fait. Voilà. Et je trouve que là, il y a vraiment quelque chose de terriblement affligeant dans notre manière d'avoir mis la mort, la vieillesse ou tout ce qui descend à l'écart, parce qu'on s'est appauvri culturellement. Oui, c'est vrai, et il y a un parallèle auquel j'avais pas tout à fait pensé, de ce tabou de la mort, y compris dans toutes les petites morts qu'on va vivre, que les organisations, que les projets vivent. Il y a vraiment un parallèle et, une absence de conscience de la mort sous toutes ses formes en fait. Quand on tue un animal, quand on mange, on n'a pas conscience, on a volontairement, je pense, mis de côté qu'en fait un animal s'est sacrifié, a été tué pour nous nourrir. Et donc je pense que le tabou de la mort, il va beaucoup plus loin que notre propre mort. Aujourd'hui, la question de l'alimentation et du fait d'être végétarien ou végétalien, moi, me questionne beaucoup aussi à ce niveau-là. D'une part, on a dans notre manière de consommer complètement occulté le fait qu'il y a eu une mise à mort qui nous permet de vivre quand on mange de la viande. Quand on mange du lait, des œufs aussi, parce qu'en fait, les poussins mâles sont systématiquement exécutés pour ne garder que les femelles, et donc on participe quand même à un système de mise à mort. Mais les végétaux aussi, en fait. Hein. Donc la vie se nourrit de la vie. Peut-être que ça me faisait aussi penser au mot... en tout cas, c'est implacable, c'est terrible. À part les arbres, nous, on va devoir se nourrir de vie. Donc déjà, de notre vivant, on fait un cycle de mort-vie permanent, quoi. Tout à fait. Mais sans aucune conscience. Je ne sais pas à quel niveau on devra, à quoi ça nous amènerait, mais probablement à plus de frugalité, à plus de respect pour ce qui se passe, à plus de gratitude vis-à-vis de cette terre et de ce vivant qui nous permet d'être vivants.
Et alors, dans le livre L'œil du tigre, dont j'ai oublié l'auteur, euh, elle va un pas plus loin en disant, mais nous sommes allés jusqu'à refuser de faire partie de ce cycle et de se refuser comme proie et comme nourricier physique du monde qui nous a nourris en fait en retour. Et c'est vrai que c'est fondamental. Il est aujourd'hui complètement inacceptable de se considérer comme une proie d'un loup, d'un tigre, d'un crocodile. C'est inenvisageable. Déjà, proie d'un virus, on n'en veut pas. Donc ça, c'est clair. Bon, là, c'est peut-être pas proie parce que je ne crois pas qu'il nous mange, mais euh, c'est complètement inacceptable, mais même après notre mort, de concevoir que notre corps se décompose et nourrit la terre, c'est pas toujours évident. Et moi, je me dis, si l'âme suit le chemin de la matière, si la matière renferme les messages à un niveau qui ne nous est pas accessible de l'âme, on se réintègre, on rejoint le tout. Et, et je me dis parfois que prendre conscience de ce cycle de la matière et de cette interpénétration sans fin, peut-être nous amène aussi à mieux comprendre qui on est en termes d'âme et de reliance les uns avec les autres. Et ce qui est aussi étonnant, c'est évidemment notre rapport à notre mort, nous, à notre mort humaine, alors que la mort d'autres êtres vivants, tu l'as évoqué, pour manger, mais pas seulement pour manger, parce que finalement on est très partial. La mort de notre animal de compagnie nous fend le cœur, mais la mort du moustique ou de la mouche qui nous agace nous paraît tout à fait normal. Voilà, c'est normal, c'est normal de faire un carnage des mouches qui rentrent. Voilà. Donc ça, c'est étonnant. Et puis il y a aussi ce rapport effectivement à la mort de l'animal que l'on mange. Alors quand on dit nous, on dit bien sûr nous. Voilà, en Occident élargi, hein, parce qu'il y a bien sûr des peuples qui ne vivent pas du tout de la même manière. Les peuples racines, donc, qu'on a évoqués au 3e épisode et qui me sont chers, ont évidemment une perception, une conception totalement différente, puisque eux ont une culture qui ne s'est jamais départie de ce qui fonde le vivant, à la cyclicité, la circularité. Pour eux, quand un de leurs proches meurt, et comme aussi pour eux, le visible et l'invisible ne font qu'un, mais simplement, ils passent dans un autre espace vibratoire. Et il est tout à fait possible de continuer à échanger avec lui par le biais de l'esprit. Mais aussi, lorsqu'il s'agit de tuer un animal pour se nourrir, il y a un respect de cette vie qui se donne. Il y a un remerciement avant, il y a un remerciement après, il y a des rituels après pour permettre que cette âme de l'animal revienne dans le cycle de la vie. Et ça, nous, évidemment, quand on achète nos poulets en barquette, on en est extrêmement éloigné. Tu as parlé effectivement de la gratitude, et je trouve effectivement que ce mot de gratitude pour ce qui se retrouve dans notre assiette et qui a passé du stade vivant tel qu'on le définit, hein, et ça c'est aussi où est-ce que ça s'arrête, hein, du stade vivant au stade mort mais qui nous nourrit. Je trouve qu'être en gratitude pour ce qui est là devant nous dans notre assiette, qu'il soit végétal, animal, nous invite à à nous réinscrire dans la boucle. Juste le fait de dire merci pour le soleil, pour l'eau, pour la microbiologie du sol qui a permis que les végétaux poussent, pour cette vie animale qui s'est donnée. Bien sûr, on lui a pas demandé l'autorisation, mais de remercier nous remet, je trouve, à un plus juste endroit dans l'ensemble du vivant. En fait, nous ne sommes que des êtres de passage sur une terre magnifique, et dont le pas de danse favori est la valse. Et donc moi, je m'interroge vraiment sur comment pourrions-nous réintégrer cette réalité, cette danse avec bonheur, gratitude, ravissement. Et qu'est-ce que ça changerait dans notre manière d'être humain, humaine sur cette terre. En fait, en cherchant autour de
autour de ce chapitre du livre, j'ai vu que dans certaines religions, comme l'hindouisme par exemple, la mort n'est pas vue comme une fin en soi, mais comme une étape de transmigration de l'âme dans un cycle sans fin qu'ils appellent dharma et qui intègre la réincarnation. Et du coup, ça change plein de choses, ça change tout en fait. Ça change, on n'a pas cette impression de finitude, de fin, voilà. Mais aussi, la personne décédée n'est pas soustraite au regard. Elle est emmenée à visage découvert sur un brancard couvert de fleurs dans les rues de la ville et accompagnée par les chants de sa communauté jusqu'au bûcher de sa crémation. C'est quand même un sacré... voilà, c'est quand même un sacré saut de paradigme ou d'une sacrée différence par rapport à nous. Oui, et donc dans ce que tu dis, au-delà de la croyance religieuse, il y a dans ce que tu dis clairement le rituel qui est présent et la mort qui n'est pas niée, qui est à visage découvert. Et nous, dans notre culture, il n'y a pas si longtemps que ça, le mort était vu, était veillé à visage découvert, et les faire-part. J'ai retrouvé des faire-part dans les vieilles boîtes en fer de ma grand-mère, des photos. C'était des faire-part avec des morts qui avaient vraiment des têtes de mort, avec la bouche pas forcément fermée, les joues bien creusées. Et donc, le mort, il était pris en photo, mis sur ce faire-part. Le corps restait dans la maison, on le veillait aussi. Bien sûr, à un moment, le cercueil était fermé, mais le mort était vu, n'était pas caché comme il l'est aujourd'hui. En plus, c'est fort professionnalisé, donc c'est dans des morgues avec des heures de visite. C'est difficile de pouvoir avoir le mort à la maison. Moi, j'ai dû me battre pour qu'on accepte que mon père décédé reste à la maison et ne soit pas mis à la morgue. On a vraiment dû se battre et puis avoir les vis pour pouvoir ouvrir et fermer le cercueil autant de fois qu'on le voulait pour pouvoir le voir si on avait envie. Donc c'est compliqué. Avant aussi, on avait la religion catholique qui en fait prenait en charge tout le côté ritualisant en fait des étapes de passage de la vie, donc aussi bien de la naissance avec le baptême, toutes les étapes de la vie, et puis aussi la mort qui était à ce moment-là ritualisée au sein de l'Église. Aujourd'hui, l'Église elle a plus vraiment la place qu'elle avait avant. Le problème, c'est qu'elle offrait une réponse à la fois religieuse et à la fois spirituelle à quelque chose de l'homme face à l'inconnu, au mystérieux qu'il ne comprend pas. Elle apportait une réponse spirituelle qui est mais au fait on est qui, on va où et où va notre âme, et une réponse religieuse. Et on a jeté les deux en fait aujourd'hui en refusant à l'Église le rôle qu'elle avait ancestralement. On s'est coupé aussi et on a renoncé à ce qu'elle nous apportait en termes spirituels de ritualisation. Et donc aujourd'hui on est très pauvre. Et il y a plus de rite qui fait consensus. Il n'y a plus d'institutions reconnues, légitimes, pour nous accompagner là-dedans. Et donc on voit un florilège de personnes qui sont obligées de réinventer des rites. Et à la mort, c'est vraiment, mais comment on va faire pour rendre hommage à notre mort si on n'a pas envie d'aller dans une église et si on n'a pas envie de se contenter des 15 minutes prévues dans un crématorium où en général de toute façon il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Donc là il y a un vide mais énorme, et il y a beaucoup d'initiatives qui essayent d'y répondre. Je pense à Monsieur Ringlé notamment, et puis d'autres, qui a ouvert l'école des rites. Et donc on cherche. Je sens vraiment qu'il y a une société qui cherche, et heureusement, il faut chercher, il faut réinventer des rites, et peut-être que petit à petit émergera quelque chose auquel on peut à nouveau se raccrocher tous ensemble. Parce que quand on est face à l'épreuve, on aimerait bien avoir quand même quelqu'un qui peut nous aider à ce moment-là. Et on est très très démunis, on est très seuls. Parce que l'Église, elle va plus faire ce qu'elle avait prévu de faire avant. Absolument.
Et ça me fait voir à quel point tout ça a emmené une solitude infinie autour de la mort quand on est celui qui ou celle qui s'apprête à mourir, mais aussi autour du deuil. Aujourd'hui, il n'y a plus. Alors certaines communautés ont encore pendant une semaine, voilà, tous les soirs, les amis, la famille se réunissent, voilà, pour honorer ce passage, ce départ. Mais en général, le deuil aujourd'hui, on est très seul. D'ailleurs, finalement, quand on perd quelqu'un, comme il n'y a plus, avant, il y avait encore des signes vestimentaires qui marquaient notre deuil. Et du coup, ce signe vestimentaire, bien sûr, voilà, il y avait un côté enfermant, mais ça permettait d'être bienveillant avec cette personne qui semblait être en deuil. Aujourd'hui, le lendemain, comme il n'y a plus de code vestimentaire, on attend de vous, ou 3 jours, je pense qu'on reçoit 3 jours de congé quand on perd quelqu'un, mais le 4e jour, il faut retourner dans la logique productiviste en fait. Mais un deuil, perdre quelqu'un, perdre un être cher, mais ça dure des semaines, des mois, voire des années, face auxquelles on est très embarrassé. On est très embarrassé. Voilà, autour de soi, les gens sont contents de nous voir après 1 mois, 2 mois, revenir dans le flot de la vie. Mais non, qu'est-ce qu'on fait effectivement de cette personne qui et tu voulais partager, je trouvais ça très beau en fait de ce qui est dit en Swahili, qu'il nous arrive quelque chose aussi à nous, voilà, quand on perd quelqu'un. J'ai tout à coup beaucoup de choses qui s'éveillent quand tu dis ça. Donc effectivement, j'ai vécu quelques années en Tanzanie où, voilà, à 4 ans, et je parlais Swahili parce que c'était ça ou pas parler du tout. Donc voilà. Et le rapport à la mort est très très différent. Quand quelqu'un décède, tout le monde y va. Et le pire qui peut arriver pour quelqu'un, c'est qu'à son enterrement, il n'y ait personne. Ça, c'est vraiment leur crainte. Donc, il y a beaucoup de choses aussi, ils rendent beaucoup de services parce qu'ils pensent que le risque, c'est qu'il n'y ait personne à leur enterrement. C'est vraiment fondamental. Mais quand quelqu'un est mort, en fait, quand un proche est mort, on va dire « nimefiwa ». Ça vient du verbe « kufa » qui veut dire mourir. Et c'est mis au passif en fait. Ça voudrait dire quelque chose comme « j'ai été mouru par la mort de mon proche ». Donc c'est la même racine pour dire « je suis mort » ou pour dire « j'ai un deuil parce qu'une personne est morte ». On va dire en fait il y a une partie de moi qui est morte avec la mort de cette personne. Et quand mon père est mort, en fait j'ai réalisé que c'était trop vrai. Qu'il y avait la perte de mon père à ce moment-là, il n'était plus là, mais moi, la fille, j'existais plus. Donc, c'est-à-dire que le être fille dans la relation avec mon père, c'était fini. Et donc, c'est une partie de moi qui était morte. Et le deuil, je pense que c'est les deux. C'est accepter le départ de cette personne, mais c'est accepter qu'on a perdu une partie de ce qu'on pouvait être grâce à la présence de cette personne. Et donc, voilà, ce Nimefiwa, je trouve... est vraiment riche d'une manière de voir les choses à laquelle je n'avais pas pensé, mais qu'après j'ai vécu, en fait. Et donc, oui, accompagner le deuil, tout comme la mort, c'est vraiment pas ritualisé. Oui, et à la limite encore moins, parce que la mort, bon là, on sait que pour le coup, au moment de la mort, en tout cas, il va y avoir l'enterrement, et là, même si c'est pauvre, il va quand même y avoir quelque chose. Donc c'est pas ritualisé, c'est pas accompagné. Il y a des structures professionnelles qui aident, qui sont présentes, mais à nouveau c'est pas une collectivité. C'est à nouveau c'est des professionnels où on va aller chez le psy, mais la collectivité qui ritualise, qui pose des moments, des jalons dans l'étape en fait du deuil qui, comme tu le dis, dure certainement 1 an en fait, avec des moments où ça revient, il se passe beaucoup de choses et je pourrais pas en parler beaucoup plus que ce que moi j'ai vécu, mais je sens bien que c'est quelque chose de fondamental. Là, c'est pas ritualisé et c'est
à nouveau mis de côté, comme tu dis, ben oui, il faut quand même être fit, en forme, et on va quand même pas embêter les autres avec nos chagrins, alors que ce sont les chagrins de tout le monde, on passera tous par là. Absolument. C'est un peu, moi, j'ai tendance à utiliser cette expression que sur le champ, comme ça, des ressentis, des vécus, du subtil, on est une espèce de grande association de malfaiteurs, en fait. On cache tout ça, alors qu'en fait, on le vit tous. Et c'est impressionnant quand tu perds quelqu'un de voir la gêne des autres, qui soit évitent d'aborder le sujet, parce qu'ils savent pas comment l'aborder, soit utilisent des formules sincères condoléances, voilà, ça s'arrête là, ou on va parler peut-être du mort ou de la morte, de la manière dont il est parti. Oh, mais il est parti vite, c'est bien, ou oh, probablement qu'il souffre moins maintenant. Mais j'ai très très rarement entendu quand je perdais quelqu'un qui me disait « Et toi, comment ça va ?» Il n'y a pas cette question en fait. Pourtant, c'est moi qui continue à vivre avec cette partie mourue. J'aime bien utiliser ce mot-là. On n'en fait rien. Et chez Passage, on est aussi sensible au fait que je refais un parallèle avec la naissance. On va la fêter, mais après pour une maman, c'est pas forcément facile en fait. Elle va faire sa dépression postnatale, être une maman avec des petits là, quand on va travailler, etc. Hein, qu'on a fini les 3 mois, et même les 3 mois, on va se les vivre bien seul avec son enfant. On va découvrir en fait qu'on dépend de son enfant. En fait, du fait que l'enfant dépend de toi, en fait, tu dépends de lui parce que tu es obligé de suivre son rythme. Et là, c'est moins drôle. Enfin, et puis il y a toujours les mamans pour qui tout est facile et on se dit, oh, celle-là, franchement. Mais après, pour la plupart des mamans, c'est pas forcément simple aujourd'hui. On est quand même fort isolé aussi, surtout en ville. Et cette phase-là aussi, plus sombre, plus compliquée, où il y a des éléments de mort qui passent par là, mort de quand j'étais libre de faire ce que je voulais comme je voulais. C'est pas non plus accompagné. Et c'est vrai qu'en Afrique, de moi, ce que j'ai pu voir aussi, c'est qu'une jeune maman, il y a du monde qui est là, il y a de la famille qui s'installe, qui prépare à manger pendant des mois, qui prend vraiment soin de la personne. Et après un décès aussi, en fait. Quand j'étais en Tanzanie, mon grand-père est mort. Et donc mes collègues le savaient qu'il était mort. Et alors ils ont fait quelque chose de vraiment très doux. C'est que tout à coup, en fait, ils étaient tout le temps là, chez moi. Ça a duré, je ne saurais plus dire combien de jours ça a duré, parce que c'est plus très clair ce souvenir, mais j'ai vraiment le souvenir d'une présence qui s'était posée à côté de moi avec une subtilité. Donc c'est-à-dire qu'ils faisaient leur vie, ils parlaient, et moi j'étais en périphérie, et il y avait... si je voulais juste être là et pas participer, je sentais vraiment que c'était ok, et que par contre, si je faisais le moindre geste qui disait, en fait, je vais participer à votre conversation, ça s'ouvrait directement. Donc ils étaient là pour moi, en fait, avec un côté l'air de rien, pour ne pas m'embarrasser de leur présence, mais avec une vraie disponibilité à réaccueillir les paroles que j'aurais envie de partager. C'était très subtil, en fait. C'était pas... on va devoir parler de comme c'est dur pour toi maintenant. Non, c'était juste l'être présent qui était nécessaire à ce moment-là. De tu n'es pas seul, la vie est là, elle continue. On est conscient de ce que tu penses, de ce que tu vis, et on est là si jamais. Mais il n'y avait rien d'obligatoire non plus. Voilà, il y avait ça, je trouvais vraiment très très riche à ce moment-là que j'ai pu rencontrer. Autour de ce sujet, moi, il y a autre chose qui me passionne, ce sont les expériences de mort imminente. Voilà, je lis beaucoup là-dessus, je regarde beaucoup de témoignages. C'est quand même bouleversant, ces témoignages d'hommes et de femmes qui ont frôlé ou qui ont vécu la mort quelques minutes et qui parlent presque toutes et tous de la même chose, en fait, qui évoquent souvent un tunnel avec une lumière au bout, la sensation d'un bonheur profond jamais expérimenté auparavant, des retrouvailles d'êtres chers disparus.
et puis de ces sensations impressionnantes de sortie de corps et de se voir du dessus, d'assister aux opérations de réanimation, d'entendre ce que disent les personnes, et puis surtout que quand elles reviennent dans leur vie, en fait ça change complètement leur vie, elles ne peuvent plus mener la même vie que celle qu'elles avaient avant. Voilà, ça me fascine, je trouve ça vraiment passionnant. Alors certaines recherches scientifiques commencent à expliquer ces phénomènes par le biais de notre système neuronal, mais n'expliquent pas tout. Et moi, ça m'emmène à poser la question, est-ce que nous sommes encore capables d'accepter le mystère ? Est-ce que nous sommes encore capables de laisser parler de nos intuitions, de faire confiance au processus ? Est-ce que nous sommes capables de nous laisser transformer par ce qui nous dépasse ? Et par rapport à ça, il y a Lassa, qui est une chanteuse qui est décédée à 38 ans d'un cancer du sein, qui racontait une très belle histoire de son papa. Elle disait « Mon papa était un grand philosophe ». Il raconte que quand il était dans le ventre de sa mère, voilà, il est tout petit, on est dans le ventre de sa mère, parce qu'il le disait de façon plus globale, on est dans le ventre de sa mère, on est tout petit, on a un espace immense, et on a de l'espace pour sauter, pour se mouvoir, c'est fabuleux, et puis on grandit, et l'espace se restreint, plus on grandit, et plus on commence à entendre les bruits d'un autre monde, les chocs d'un autre monde, et on grandit tellement qu'en fait on n'a plus d'espace, et on se dit « Ah, c'est foutu, je vais mourir ». Et on vient à la vie, et on est tout petit, on a le grand monde là, où sauter, où courir, voilà, et puis on grandit, on devient adulte, et puis on vieillit, et puis l'espace, voilà, notre espace de vie peut-être se restreint un peu, et puis on commence à entendre les chocs et les bruits d'un autre monde, et on se dit « Ah, c'est foutu, je vais crever ». J'adore de finir comme ça ce podcast, je trouve ça magnifique et que ce mystère reste bien là parce qu'il nous fait travailler les neurones, travailler le cœur, travailler la relation, travailler l'ouverture et l'observation du monde dans lequel on est. Donc ça c'est magnifique et puis ça se termine en plus sur ce lien tellement intime en fait entre le passage de la naissance et le passage de la mort. Ça rejoint vraiment cette conviction que de reprendre conscience de cette similitude et de ce lien, en fait, nous apporte beaucoup de choses, à la fois pour accepter l'épreuve, à la fois pour développer les compétences d'accompagnement à ce moment-là, et pour nous renvoyer à notre condition d'être humain dans un cycle de vie, vraiment. Et c'est ce que Passage propose. Merci Sabine, merci d'être venue échanger avec moi sur ce précieux qui fait partie de nos vies. Merci Marine. Merci aux auditeurs, merci aux auditrices. À bientôt. Si détricoter les fils de notre culture et commencer à tisser une trame culturelle qui soutienne la vie dans tous les domaines de nos existences vous inspire, sachez qu'à partir de cet automne, je propose également des ateliers tout tourneront sur cette terre. Des ateliers de 3 jours en France et en Belgique. Vous en trouverez les informations dans le texte de présentation sous cet épisode. Au plaisir de tisser avec vous. Avec Sabine, dans cet épisode, nous avons exploré tout ce dont nous nous sommes séparés en évacuant la vieillesse et la mort de notre culture. En refusant l'implacabilité, nous avons refusé une part essentielle de notre état de vivant sur cette terre. La mort fait partie de la vie, et la vie se nourrit de la mort. En l'évacuant, nous avons aussi dégarni nos pratiques des mots, des rituels, de la qualité de présence, d'écoute, de douceur, d'accueil que requièrent de tels pas sages. Nous nous sommes appauvris du mystère. Nous avons enfermé dans un tabou ce à quoi nous sommes tous et toutes voués un jour ou l'autre. Et si nous osions une réconciliation profonde avec la vie, qui nous ferait aussi nous réconcilier avec la mort ? Dans le prochain épisode, j'aurai le plaisir d'accueillir Karim Lap, écologue de formation, biomiméticien, spécialisé dans l'élaboration de politiques publiques écologiques. Il nous partagera ce que nous aurions bien intérêt à apprendre dès l'école, les principes du vivant, de ce grand écosystème dont nous sommes et que nous connaissons si mal. Au mois prochain. Ce podcast est présent sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous y abonner et à en parler autour de vous pour tisser ensemble la toile d'une nouvelle culture.
Le montage de cette série est assuré par ma complice Caroline Irigoyen, elle-même auteure du podcast Fréquence Collective, qui traque toutes les formes possibles d'intelligence collective. Je remercie la fondation belge Key Green, créée en hommage à sa fondatrice Arlette de Tombeur, pour le soutien financier dont bénéficie ce projet. La mission de la fondation est de contribuer à la transition écologique, en soutenant des projets qui encouragent de nouvelles pratiques respectueuses des hommes et de l'environnement.